Donc là, on a 1 heure. On va commencer comme hier par une lecture de Bernard Noël. Vous vous êtes entendu avec Florence pour les textes. Donc je vous passe la parole. Je viens de découvrir ce que je dois lire. Maintenant, on a l'expérience de hier. Donc voilà. Non, parce qu'il faut parler dedans. Non, je comme ça. Comme non, j'y vois rien. Non, mais excusez-moi, mais... Donc, vous avez choisi un texte qui s'intitule « La peinture mentale ». Dès qu'une peinture nous arrête, nous voyons sans le savoir sur elle l'influence de notre présent sur son passé, chose inestimable et qui fait que, dans la représentation, la réalité a tendance à se confondre avec la fiction. Alors on se souvient parfois qu'il y a dans toute mémoire l'image d'un paradis et dans tout regard une ouverture vers l'infini. La double trace de cette situation est inscrite dans la peinture, mais elle y demeure indéterminée, tout comme la part du dit et du non-dit dans un livre. Chaque image est sans cesse remise au présent par nos yeux, parce qu'on ne peut voir que présentement. Voir est un acte sur le vif, et peindre est le même acte. La main charnelle du peintre entre alors tout entière dans sa main mentale, et celle-ci contient ses yeux. L'histoire de la peinture n'est peut-être que l'histoire de cette passation. Par elle, le sujet quitte la tombe de l'anecdote et entre dans la mentalité. Autrement, il n'y aurait sur la toile qu'un document et la mort. Le peintre détache de son sujet une figure qui ressemble au sujet autant que celui-ci ressemblait à son modèle. Ce détachement fait de la représentation un état charnière entre le visible et la vue mentale que nous en tirons. Les images sont à la fois détachées du réel et détachées du mental. Mais pour occuper la surface peinte, elles donnent la priorité à leur ressemblance avec la réalité. Le peintre n'utilise cette ressemblance que pour exprimer sa pensée. Seulement, c'est la ressemblance avec la réalité et elle seule qui est visible. On croit que le tableau est le miroir de la réalité, alors que sa réalité est le miroir de la pensée. Ingres n'est pas le premier peintre chez qui la main mentale absorbe l'autre, mais lui en est absolument conscient. Tourné vers le passé au milieu d'un temps qui ne songeait qu'à l'avenir, il ne fut jamais actuel, et cependant jamais inactuel non plus, car sa volonté trouva perpétuellement une contestation dans sa propre sensibilité. Il accepta cette contradiction et en fit l'élément dynamique d'une représentation où la maîtrise est vibrante. Ses contemporains sont trop portés vers l'imagination. Lui ne compte que sur la réflexion. Mais derrière le calme qu'elle exige, il est plus qu'aucun autre travaillé par le besoin d'être expressif. Ce qui trompe, c'est que l'expression, chez eux, ne demande qu'à être criante, alors qu'elle est, chez lui,
l'intelligence de ces figures. Ils veulent émouvoir les yeux. Ingres veut atteindre, derrière les yeux, ce qui anime le regard. Sans doute ne perçoit-on cette différence nulle part mieux que devant les portraits, parce qu'ils posent en plus la question du sujet, étant donné qu'ils furent forcément peints pour lui. Le portrait est l'occasion, pour le peintre figuratif, de toucher les limites de la figuration, car il lui faut peindre une image à ce point conforme au modèle qu'elle risque de n'être qu'une illustration de la réalité. Et il lui faut en même temps insuffler dans cette image la manière dont elle se réfléchit dans sa mentalité, chose qui risque de brouiller le portrait avec son modèle. On devine aujourd'hui que la vie de tous ces visages est dans nos yeux, comme elle fut dans les yeux du peintre. Un portrait est le regard du peintre avant d'être le visage capable de porter le regard rené du spectateur. Les notes d'Ingres, ses propos rapportés, confirment le dessin mental de son œuvre. Il recommande à ses élèves « Ayez tout entière dans les yeux, dans l'esprit, la figure que vous voulez représenter et que l'exécution ne soit que l'accomplissement de cette image possédée déjà et préconçue. » Il avoue, dans un cahier, « Le plus long est de penser en tout son tableau, de l'avoir pour ainsi dire dans la tête, afin de l'exécuter ensuite avec chaleur et comme d'une seule veine. » Quand il compose un tableau, Ingres esquisse d'abord l'ensemble, puis il fait poser, nu, son ou ses modèles, afin de fixer les attitudes. Il exécute des croquis de ces attitudes et quand il a trouvé la plus juste, il habille son modèle et dessine son nouvel aspect. Ensuite, il dessine les accessoires, le décor. Une fois qu'il possède tous les éléments, Ingres élabore mentalement la scène. Et cela peut durer des mois, des années. Cette élaboration est à la fois une réflexion et une projection. Elle met le regard au service de la pensée, laquelle s'y visionne avant de s'exprimer visuellement. Ce faisant, Ingres compose, mais au lieu de se contenter de transcrire la pose, il l'utilise pour trouver dans la posture son moment le plus expressif. Et cela lui permet d'inventer un réalisme au second degré, où se mentalisent les matériaux empruntés à la réalité. De ce travail naît une forme qui conquiert l'œil entièrement, parce qu'il y rencontre l'identité de la chose vue et de la chose pensée. Chez le peintre, voir est un trait, car il y a coïncidence entre le coup d'œil et le geste, entre le regard clair et la ligne, qui saisit la manière dont la forme occupe l'espace. Le dessin est un entraînement du corps en vue de cette coïncidence, qui fait que l'instantané mental est immédiatement développé par la main. La ligne, qui exprime avec le plus d'intensité et de simplicité l'instantané mental, est l'arabesque. Ingres l'emploie si souvent qu'elle est son signe particulier. L'arabesque est une ligne de contour. Elle fait voir la forme et cependant la laisse vide. Mais ce vide, contradictoirement, suggère une plénitude. La peinture mentale excède les limites de la représentation figurative afin que celles-ci, sans tomber dans le symbolique, éveillent devant les yeux l'équivalent de ce qu'elle signifie derrière eux.
Elle a la modestie de s'en tenir au visage, aux objets, aux attitudes, car elle tient à parler le langage du visible, quitte à courir le risque de s'y effacer. Pour elle, tout peut devenir visible dès lors que l'espace extérieur est éclairci par cette évidence. L'autre et moi sommes également au monde. Et c'est cette relation qui est la réalité. Le véritable réalisme est dans le développement de cette relation et non pas dans la copie de la réalité. Seul ce développement est créateur. Si créer consiste à mettre le monde au monde. Mais que pourrait-on y mettre d'autre? Le visible ne cesse de transformer l'expérience intérieure en expérience extérieure, et réciproquement, voir est un acte dans lequel s'unissent la pratique et la pensée du monde. La peinture mentale visualise cet acte. Il faut toujours faire voir ce qu'on ne voit pas, et qui aussi bien s'effacera dans la vue, puisque toute pensée éclaire, puis disparaît. Vous voulez encore? L'attention, c'est qu'après la lecture, on a l'applaudissement. Vous voulez lire les avoutis maintenant ou plutôt après? Après. Donc on a un petit moment pour... Donc, merci. On a un petit moment avant qu'il y ait une autre lecture qui scandera l'entretien. Donc on a un petit moment pour discuter. Et ce qui me venait, parce que je vous ai déjà posé la question hier, mais évidemment hier c'était hier, donc elle a changé, elle s'est modifiée à la suite de ce que vous avez pu nous dire et puis de la discussion que nous avons eue hier soir. Au fond, non pas ce que la langue veut dire, mais ce que la langue fait, qu'est-ce qu'elle produit, Au fond, je m'aperçois que c'est ma question, c'est-à-dire comment, à partir de ce que la langue fait dans ce que vous écrivez, ça modifie l'épreuve de la lecture même de ce que vous écrivez. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une question à la fois très prétentieuse, mais où je ne peux apporter que des fragments très modestes de réponse. Qu'est-ce que ça produit sur le lecteur quand il lit, s'il lit ce que la langue de Bernard Noël fait, et non pas veut dire? Et je crois que ça touche au point où nous avons pensé que c'était intéressant d'utiliser cette voie avec Florence, c'est-à-dire la question du regard, puisqu'il y a une exposition, puisqu'il y a l'exposition de Florence, Gineheim et Julien Blaine, non pas pour donner des pistes, non pas pour dire voilà, mais au fond pour réfléchir à cette question que vous abordez, mais que vous abordez toujours comme une épreuve où le corps est engagé, la vision, le voir, le regard. Et que se demander qu'est-ce que fait la langue et non pas qu'est-ce qu'elle veut dire, on peut aussi bien l'appliquer à la question du regard. Que fait le corps? Quels sont les effets sur le corps? Et je crois que quand vous décrivez, par exemple, la vision ou le moment de la rencontre des corps, le corps de la partenaire, par exemple, la petite âme, ou d'autres, comment immédiatement l'expérience de la présence des corps, elle donne une consistance à l'espace et il faut pour cela le regard.
comme s'il fallait le regard pour qu'il y ait l'air qui prenne une présence. Et depuis hier, je me sens particulièrement, et après vous avoir lu, idiot. C'est pas une expérience douloureuse, c'est une expérience au contraire rafraîchissante. C'est que vous insistez beaucoup sur l'air. Or, je n'en faisais que ce qui ne se voit pas, qu'on pouvait laisser, et vous faites de l'air en quelque sorte presque une présence qui indique la proximité du corps. Vous insistez beaucoup. Alors, je veux juste lire un fragment de Un jour de grâce. Pour ceux qui aiment les références, c'est la page 14 des œuvres 1 chez POL. Vous reprenez une phrase de Matisse, vous dites « Je travaillais sur l'œuvre de Matisse, j'ai lu de lui cette phrase, quand je peins, je vois dans mon dos. » Et vous ajoutez « Je contemplais en même temps la toile intitulée « L'atelier ». Aussitôt mon dos disparut, volatilisé, le flot élémentaire de l'espace l'avait emporté, l'extérieur déferlait dans l'intérieur et rétablissait leur unité. Je crois que si j'ai cité la phrase, si j'insistais sur la dimension d'épreuve, c'était pour demander votre avis, si justement quand vous écrivez sur la peinture, sur la représentation, sur l'image, sur la vision, c'est pas pour faire entendre au fond ce moment extrêmement singulier. Et quand on dit vision, quand on dit regard, ça peut être des concepts. Et on pourrait dire qu'au fond, vous compliquez l'universel pour saisir ces bouts, ces fragments qui font une expérience quand on est pris par la vision. Vous pouvez dire quelque chose. J'ai été très perturbé au fond, parce que d'abord là, je voulais vous répondre en revenant à cette phrase de Matisse. Et donc je ne peux plus. Ensuite, ce qui m'a perturbé, c'est que le texte que vous m'avez tendu à lire, là, la peinture mentale, j'avais complètement oublié, et que ce travail sur Ingres remonte, enfin Ingres est vraiment le peintre typique de la peinture mentale, mais je n'y avais plus pensé depuis des années, et ce travail sur Ingres est, je sais pas, au moins 30 ou 40 ans, je ne sais plus. Et c'est vrai que, si vous voulez, ce qu'il y a de capital dans cette phrase de Matisse, quand je peins, je vois dans mon dos, c'est que tout à coup, elle modifie complètement le rapport du corps avec l'espace dans lequel nous vivons. Et que la chose essentielle dont nous n'avons généralement pas conscience, c'est que nous sommes dans l'air, je ne sais plus qui a fait cette image, comme un poisson dans l'eau. Et qu'à partir du moment où nous avons cette conscience de cet enveloppement, de de cet élément qui nous enveloppe, je pense que notre rapport au monde et aux autres est tout à fait différent. Et qu'il est tout à coup beaucoup plus riche que la relation ordinaire qui est simplement de l'un à l'autre. Si vous voulez, tout comme le regard, notre regard habituel est un regard d'information, au fond. Je veux dire, le regard que je porte sur ce qui m'entoure nomme ce qui m'entoure. Je veux dire qu'au fond, nous regardons peu et nous nommons beaucoup. Et que le nom des choses remplace le contact avec les choses. Il y a une autre phrase qui m'avait beaucoup frappé, qui est une phrase d'Olivier Debré, qui m'a dit un jour, je vais essayer de la reconstituer, au fond, mon corps va jusqu'où vont mes yeux. Et je crois qu'en effet, ce qui change tout, c'est quand le regard que nous portons sur le monde, au lieu d'être un simple regard d'information, est un regard
projection. Enfin, c'est plus qu'un regard de projection, c'est que, au fond, notre corps et l'espace se confondent pendant un temps plus ou moins bref ou plus ou moins long, et que forcément notre relation avec le monde et avec les autres change à partir du moment où l'espace qui nous relie devient un espace auquel nous participons, auquel notre corps participe. Au fond, ce que voulait dire cette phrase, je pense, mon corps va jusqu'où vont mes yeux. Mais si mon corps va jusqu'où vont mes yeux, évidemment, mon rapport avec ce que mes yeux touchent au loin, il n'y a pas d'interruption de présence, si je puis dire, entre le corps de celui qui regarde et celui qui est regardé. Ce qui change évidemment complètement la relation et l'intensifie. Je veux dire, au fond, peut-être là entre-t-on dans la relation, la vraie relation, la pure relation, ou l'amour. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que justement la manière dont tu parles du voir et du regard et de l'image dans tous tes textes et dans tous tes livres renvoie toujours justement à ces champs très très vastes de la relation à l'autre, c'est-à-dire que finalement, comme en poésie, il y a toujours la question, ça oblige à repenser entièrement la question du dedans et du dehors et de l'articulation par le vide, hein, justement, par ce vide qui est consistant et qui fait tenir, hein, comme tu le dis aussi dans des travaux sur d'autres peintres comme Zaouki, où finalement on ne sait plus ce qui est vide et plénitude. Et je trouvais cette phrase-là que tu as lue en fin de lecture absolument extraordinaire. L'autre et moi sommes également au monde, hein, donc tu dis que tout peut devenir visible dès lors que l'espace extérieur est éclairci par cette évidence. L'autre et moi sommes également au monde, et c'est cette relation qui est la réalité. Le véritable réalisme est dans le développement de cette relation et non pas dans la copie de la réalité. Ça, c'est quand même extraordinaire parce que c'est... Bon, Je ne sais pas quoi dire de plus. C'était pas une question. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que, comment dire, nous pensons intérieurement, mais cette pensée, nous la projetons, elle ne s'exprime qu'en étant extériorisée. Et que si on a cette conscience de l'espace qui nous entoure, il n'y a plus d'extériorité, au fond. Il y a une espèce de, comment dire, de participation, ou de... je ne sais pas comment appeler ça. Peut-être une émotion qui se généralise. Dans la perception devient émotion, peut-être. Si je ne suis pas allée jusqu'à une phrase suivante, mais qui éclaire mieux. Enfin, pour moi, il y a quand même une vraie révolution de la pensée, là, dans le sens, tu vois, tu dis plus loin, le visible ne cesse de transformer l'expérience intérieure en expérience extérieure, et réciproquement. Et ça, l'idée que ce soit le visible qui transforme cette expérience, et pas au contraire nous qui, d'une certaine façon, y projetons quelque chose de nous-mêmes, je trouve que ça va à contresens de tout ce que une certaine pensée ou une certaine littérature ou psychologie a appelé sous le nom d'expérience intérieure. Et toi, dans chacun de tes textes, il est frappant que ce que toi tu nommes, tu entends par expérience intérieure, n'a rien à voir avec cette vision-là. C'est difficile à exprimer. Au fond, c'est peut-être ce que dit un peu cette phrase, c'est qu'il n'y a pas d'expérience intérieure qui ne soit en même temps extérieure. Et dans cet échange, toute l'intensité de notre rapport au monde se passe dans cet échange. Mais cet échange, il est au fond instantané. C'est pourquoi il est difficile de le traduire. Et il y a peut-être que la peinture qui, en effet, le traduit. Par moments, je pense au geste de Ginet qui déchire. Et dans l'instant où il déchire, il fait exister ce que autrement on pourrait penser qu'il abolit. Ce qui est quand même assez fou. C'est une déchirure qui révèle. Mais pour transposer cette déchirure qui révèle dans notre vie quotidienne,
C'est très difficile à dire. Je pense qu'en effet, quand l'expérience mentale devient une expérience sensible, c'est que la mentalité se répand, au fond. Et donc, c'est toujours ça que je n'arrive pas à rendre plus précis, qui est que, à partir du moment où mon corps va jusqu'au vent mes yeux, et c'est vrai que c'est des moments privilégiés du rapport au monde, et que dans ce moment-là, il n'y a plus d'intériorité, puisque l'intériorité se généralise, si je puis dire. Alors c'est ça qui est difficile à exprimer. Comment diable une intériorité peut-elle devenir une extériorité qui se réintériorise? Alors ça fait du blabla affreux, mais bon. Mais c'est quelque chose qu'on touche aussi dans le poème et qu'on touche particulièrement dans tes poèmes. Comment justement, parfois, cette composition et ce geste aussi de déchirure ou de césure, pourtant, touche au réel d'une toute autre façon, mais sûrement, j'allais dire, à la fois plus vivement et de manière plus profonde et durable qu'on ne l'aurait fait si on avait justement tenté si tu avais tenté de nous l'expliquer. Il y a quelque chose là qui reste de la trace d'une expérience dont on pourrait finalement pas dire grand-chose, c'est-à-dire dans un commentaire, et dont pourtant... Et là, on revient à ce dont tu parlais hier de la théorie du lecteur et ce dont a parlé aussi Hervé, c'est-à-dire et dont pourtant on peut faire aussi en tant que lecteur l'expérience, même si on ne peut pas à la lecture même du poème. Comment ce poème-là fait trembler quelque chose du réel et qu'on ne pourrait pas, à quoi on ne pourrait pas accéder par une autre forme de discours que la poésie, il me semble. Non, mais moi, je ne suis pas le lecteur de mes poèmes, en fait. Je crois que si on veut rebondir sur ce point, je crois que ça résonne au-delà de la peinture et au-delà du poème lui-même, c'est-à-dire bêtement on pense que ce qu'on appelle l'intériorité, qui est un mauvais terme, que l'intériorité, comme la définition du mot l'indique, c'est un intérieur, et que donc il est clos, et que en regard, il y aurait un extérieur, et on se demande ensuite comment les deux communiquent. Or ça, je crois que ce mythe de l'intériorité comme intérieur, quelque part, vous le démontrez, cette cassure, ce mythe, vous le démontrez dans ce que vous écrivez. C'est-à-dire que ça ne tient pas. Par exemple, hier soir, vous nous disiez, même déjà dans la discussion, combien ça avait été difficile de dire « je », d'écrire à partir du « je ». Et je crois que là, on a déjà des éléments, puisque si « je » était le nom de l'intériorité, le fait de dire « je », ça assoit le mythe de l'intériorité. C'est le maître de l'intériorité, c'est le nom de celui qui règne sur sa propre intériorité. Y compris avec des conséquences de propriétaire. Par exemple, l'illusion est de croire que mes représentations m'appartiennent. Ce que je vois, comme un propriétaire sûr de sa propriété, peut se dire « c'est à moi puisque je le vois », ce qu'on appelle l'appropriation. Or ça, qui a toutes les marques de l'évidence empirique, quelque part vous le déconstruisez. Et que vous insistez, par exemple, c'est à la page 15, toujours du tome 1, le je, J-E, majuscule, le je n'est rien tant qu'il n'est pas reflété sur le tu majuscule, mais le tu efface le je parce qu'il a sur lui l'avantage du silence. Et je crois que de telles phrases, ça a des conséquences pour l'usage de la langue elle-même et pour l'usage des pronoms. Que dès qu'on dit « je », on est dans l'intériorité. Et comment, malgré tout, si on veut la déconstruire, comment il faut passer par d'autres pronoms et de voir les effets, les conséquences. Et dans certains poèmes ou dans certains moments, je pense aux Les Plumes d'Eros, évidemment,
les textes sont souvent liés à la rencontre du désir, à la rencontre des corps, etc. C'est ce moment que vous vous montrez où le jeu presque est effacé par le tu, mais malgré tout il fait retour. Il fait retour pour que vous prônez pas l'abolition du jeu, par exemple. Vous ne prônez pas l'abolition de l'intériorité. C'est ce moment où il y a presque un va-et-vient, un retour venu de l'autre, et vous écrivez à partir de ce silence du tu. Mais le jeu qui écrit à partir du silence du tu, il a déjà été affronté à cette expérience que vous décrivez, que son intériorité passe au dehors, et que même, c'est dans un temps second qu'il peut dire je. Enfin, un peu compliqué, un peu verbeux, évidemment, ça ferait blablabla. Bla, bla. Tableau de Mel Bolcher que vous pouvez voir au Mucem, reproduit en page 2 du Monde des livres de hier. Néanmoins, blablabla, il n'en demeure pas moins que c'est assez difficile avec les mots de faire entendre l'expérience dont on parle, puisqu'à partir du moment où je parle au nom de je. Oui. Moi, je n'écris plus avec je depuis au moins 20 ou 30 ans. Mais tout ça, quand vous parlez du jeu comme en quelque sorte propriétaire de l'intériorité, j'ai du mal à le... Je pense qu'au contraire, le jeu, peut-être que le jeu a tendance à se vouloir propriétaire de l'intériorité. Mais c'est complètement faux. Ce qui m'intéresse dans le tu, enfin, je suis toujours à la recherche du tu, mais dans le double sens de ce mot, qui est tu l'autre et qui est tu ce que l'on tait, c'est-à-dire le silence. Et au fond, peut-être que ce qui rejoint intériorité, extérieure, si vous voulez, il n'y a pas d'expression qui ne soit extériorisée. Toute expression est extériorisée. Bon, c'est évidemment le plus sensible peut-être chez le peintre, parce qu'on voit bien, ça fait partie du geste, au fond. Le geste se passe toujours à l'extérieur. Même quand il va... c'est pour exprimer l'intériorité. C'est très étrange, au fond. Je veux dire, plus j'y pense, plus j'ai du mal à articuler cette différence, qui est à la fois une différence et une coïncidence. Je veux dire que tantôt l'intériorité coïncide avec l'extériorité à travers laquelle elle s'exprime, et tantôt c'est l'inverse. C'est l'extériorité qui s'exprime à l'intérieur. Enfin, pardon. Peut-être on peut faire une halte par la lecture du poème, du texte sur Zawuoki. Alors le titre, le vide et l'encre. Regardez bien sûr, mais d'abord arrêtez. Arrêtez le regard et dans le regard, arrêtez le mouvement qui cherche là des mots, des termes de comparaison. Silence des yeux, silence dans les yeux. Être là, simplement là, devant, dans un espace qui devient un territoire réceptif. Être là, les yeux sur les yeux touchant, et dans ce toucher, le regard se territorialise, entre dans sa vue, devient identique à sa vue. Maintenant et là deviennent semblables. Maintenant et là.
à perdre de vue dans la surface, à perte de vue dans le dos des yeux, le même vide. Ce vide-là n'est pas rien, tout comme la feuille vide n'est pas rien. Ce vide-là est un territoire qui appelle et qui, appelant, exige ce qu'il va recevoir. Ce vide est le lieu de la réception la plus intense. Ainsi, il est actif, il est efficacement orienté, il est gros de la venue future, il emporte déjà la présence. Silence et arrêt créent la pleine réceptivité. En elle, un commencement, une origine. L'encre de Chine est faite avec de la fumée de bois de pin et du côle. La main unit l'encre et l'eau. Le pinceau unit au papier cette union. Et dans le vide du papier, il fait se lever des fumées. Regarder une encre, c'est se préparer à son apparition. Bien sûr, comme d'habitude, on peut aussi promener ses yeux là-dessus et lire là les noirs, les gris, les blancs d'un lavis, en pensant à l'art, aux œuvres sur papier ou en déduisant de la signature une valeur. Se préparer, c'est aller vers l'acte originel, non vers l'artiste. C'est accompagner l'acte dans l'élan du geste pénétrant, l'espace. Comme le papier pénétré d'encre garde ce mouvement, puis le relance dans l'air de l'œil. Mais tout se conquiert graduellement, y compris l'arrêt, y compris le silence, dans l'acharnement à se délester de soi-même afin de n'être plus qu'un espace réceptif. Arrêter devant tâche, point, ligne et le vide. Arrêter, regardant une profondeur pareille à l'air où sont le corps, le visage, les yeux. Plaisir au nuage, à la luminosité un nœud de l'ombre, à l'obscurité un nœud de la lumière, créature du vide, de l'encre et de l'eau. Plaisir à l'imperceptible passage où l'un est l'autre, l'autre l'un, sans agression, reniement, partage, négation, combat, refus, refoulement. Là, infiniment communicative et communicante et spacieuse, née de l'accueil du vide, une chair mentale. Là, plus de taches, de points, de lignes, mais des éléments. Le lavis, tel que l'invente Saovuki au croisement de l'Occident et de l'Orient, tel non par mouvement d'apport mais de retour, tel par retournement de l'espace et retour amont du temps. Ce lavis est le contraire de l'arabesque, forme la plus mentale qu'on ait conçue ici, le contraire de cette ligne qui, par un simple tour dans l'espace et sa boucle, met un dehors dedans et fait du vide un plein. Et cependant, par rides, ondulations, nuages, suscite une mentalité dans le papier. Sauf qu'en lâchant dans l'encre l'invisible présence de l'eau, il coule en plus dans la surface la limpidité d'une méditation qui fait circuler entre les éléments, mais d'abord entre le geste et sa trace, la précipitation du nombre vers l'unité. En Occident, la fenêtre, en Orient, le vide.
et devant le pinceau oriental un papier qui s'avère jusqu'à n'être plus que la réalité du papier sans papier, c'est-à-dire de l'espace. Au commencement est le vide, et dans le vide projeté, le bras tend son cou courbé. La main fait presque un angle droit avec le bras. Elle s'est agrandie de la grosse touffe ovale de poils blancs. Quand tu es décidé, dit Vuki, tu attaques très brutalement et alors ça ne bouge pas. Si tu appuies comme ça, directement, tu as ça, une traînée franche et large. Si tu appuies de manière indirecte, tu as ça, une traînée qui a du vide, un espace interne. Le dosage est très important dans le geste même. Par le cou passe la vie et la pensée, l'énergie. Tête et cœur par le bras coudé poussent l'homme au bout du pinceau. La nouvelle nature est d'encre au milieu du vide, substantifique mentalité, métamorphosant la pâte de papier en pâté pensif, rayonnant. Au bout du cou qu'est le bras tendu dans le vide, le véritable coude et le poignet. La main n'appuie pas sur le pinceau, elle fait un avec lui comme l'aile fait un avec l'oiseau. La main pinceau vole autour du poignet. Elle ne prolonge pas le bras, elle flotte au-dessous. Ce n'est pas le bras qui peint, mais la force du corps. On la sent affluer, couler le long du bras, pénétrer l'espace du papier, s'y répandre avec le mouvement de l'encre, mouvement qui par le poignet vide coule dans le papier vide. Le regard suit cela, ne voit rien, et pourtant voit l'articulation, voit que l'organe de la peinture, l'organe de l'action de peindre, est le poignet. Si bien que l'apparition en cours dans le papier n'est pas d'abord le plus étonnant, mais ce nœud de corps et de vide qui fait du poignet le centre et le passage. La surface est soulevée, aération, vibration, la surface est changée en espace, perpétuellement suspendue, perpétuellement relancée, le mouvement fixé, côté papier le versant du visible, la vue s'étale, au plus loin du là, des signes. Non, pas de signes, des éléments, une condensation infinie. Non, pas de signes ou alors un seul. Un vaste idéogramme en expansion est semblable aux signes que nous fait le monde quand il occupe entièrement la vue et qu'il nous remplace en nous-mêmes puisqu'il est à la fois ce que nous voyons, ce que nous nous représentons, ce que nous pensons. Les éléments qui se condensent là s'adressent en nous à l'élémentaire. Ils lui font signe et ce faisant réveillent dans l'espace organique l'impression du perpétuel dégagement de la mentalité. Présence aussi présente qu'insaisissable, perpétuelle montée de ce qui monte pareillement dans le papier. Vuki verse l'encre sur la pierre creuse. Il décroche un pinceau dont la touffe blanche mesure une bonne quinzaine de centimètres. Il mouille d'eau la touffe. Il l'approche de la pierre et la mouille d'encre. La feuille de papier est par terre sur le parquet de l'atelier. Vuki s'agenouille à côté d'elle. Il faut, dit-il, disposer l'espace. Le pinceau, la main, le poignet, le bras, le corps
Je n'ai jamais vu semblable posture, une posture liante, le pinceau, la main, le poignet sont un peintre détaché du peintre et qui le rassemble énergétiquement, tête et cœur, et qui va au papier comme un pendule à bout de bras. La main paraît suspendue en l'air autant que suspendue au poignet. Mais déjà le pinceau a touché, a roulé, a pointé, laissant un large trait, des points, une courbe nuageuse. Vous qui se lève, recule, s'incline. Il y a des parties d'un noir brillant, immobile, d'autres où le noir s'éclaircit, se répand. On dirait qu'il est en train de pousser. Vous qui se penche, suspend la main, trace des rides. Avec ce gros pinceau, dit-il, tu peux faire des choses très fines. Tout ça travaille avec le papier. Impossible de corriger. Tu peux ajouter, tu ne peux rien enlever. C'est du papier chiffon avec de la poudre de grain de lotus. Il faut attendre que tout soit sec pour voir ce qu'on a fait. Les formes sont l'épanouissement de l'encre. Elles apparaissent peu à peu quand le rivage de l'encre devient sec. Des formes? Non. Une forme générale, mouvante, sous le toucher de l'œil, vibrante. Les encres de Vuki sont fondées sur leur propre substance et le vide. Pas de projet directeur, pas de schéma de dessin, rien que le désir. Ou plus exactement, la pensée de peindre. Préparation mentale, cela aussi est mise en mouvement d'une substance élémentaire, communicante. Pas de représentation. L'acte seul, l'acte substantiel. L'encre délie le pinceau, il devient conducteur de mentalité. Faire le vide en soi soulève alors le souffle, soulève en face dans le vide papier l'appel du souffle. Le spectateur ressent l'appel et le reçoit. Cette réception le rend semblable au vide qui, face au peintre, a reçu la décharge mentale et par elle fut changé en un état de la pensée du peintre. Maintenant, c'est le spectateur qui est en face de cet état et qui, réceptif, devient cet état mobilement fixé. La simplicité d'abord, la simplicité à la fin. Entre les deux, le comment, le pourquoi. Le pinceau glisse, tourne, tranche, le corps ne bouge pas. L'élan ne vient ni du bras ni de l'épaule, mais du profond sous l'épaule ou derrière. Et il coule de là, directement dans le papier. Les doigts font partie du pinceau. Seul le poignet remue d'un mouvement axial. Vuki ne touche la surface que des poils du pinceau, tantôt de la pointe, tantôt de tout leur long. Maintenant, fait-il en se relevant, ça travaille tout seul. Je regarde les parties les plus noires ne bougent pas. Les autres, les humides, s'auréolent, évoluent, avancent, débordent. Au fond, dit Vuki, c'est très simple. Pas de projet, une projection de soi. Pas de geste, la vie mouvante, soudain visible au bout du pinceau. Taches, points, lignes, nuages, rides. Hachures tremblantes, flammes noires, fumées. Aucune forme fixe. Rien ne fait chose. Ni feuilles, ni montagnes, ni rocs, ni lune, ni rivière.
malgré le rythme d'air et d'eau, la poussée intime de l'arbre, la marée d'horizon, le vent sur la peau des yeux. L'universel est là, organiquement. Le temps naît dans son espace, ne cesse d'y naître, et cependant ne s'y déroule pas. Durée, durée, où l'œil se baigne dans la jouvence du créant, l'infinité dans l'unique. En Occident, dit Vuki, on dessine. L'art commence par le dessin. En Chine, on apprend à écrire au pinceau. Tout sort de l'écriture par la calligraphie. La pensée comme l'art, la beauté dans la vue comme la beauté dans le comportement. Taches ou rides ou pointillés ou nuages ou traits, chaque détail joint le vide et la plénitude. Ils respirent l'un dans l'autre comme l'un dans l'autre au bout du pinceau, la tête et le cœur. En séchant, le noir se veloute de gris et le gris de lumière. Noir et gris deviennent ainsi spacieux, gonflés chacun de souffle. Cet air de l'encre met là en face une perspective qui ne fuit pas, qui tout au contraire s'enfonce dans les yeux. En somme, dis-je, dès que tu l'encres, le papier n'est plus du papier. Pour toute réponse, Vuki éclate de rire. Et l'espace monte, monte de la feuille. L'encre est un levain d'espace. Le pinceau ne dessine pas du ceci, du cela, ne ramène pas la vue au vocabulaire, il fait lever. Le pinceau n'imite pas, le pinceau crée de la nature, un terreau d'encre où germe la lumière. Le pinceau est mouillé d'eau puis mouillé d'encre. L'eau remonte vers la hampe, l'encre se tient au bout du pinceau. De l'eau à l'encre s'étage dans les poils la gradation du gris. Le souffle en coulant de la poitrine au papier peut jouer de la gamme du très pâle au très dense. L'encre est épaisse ou fluide, onctueuse ou sèche, selon la part de l'eau. Trait ou tache, pâleur ou noirceur, jamais ne sont définitivement telles quelles. Dans leur épaisseur, ça vibre, ça respire, à moins que cette épaisseur ne renvoie le souffle reçu, ne le souffle à son tour, mêlant à la vue l'air du papier. Ce qu'a projeté Vuki en ne dessinant pas, mais en non agissant la double action de l'encre et du vide, cela, les yeux le touchent là, comme ils en sont touchés, par un retournement, une communication élémentaire. Ainsi, en chacune des encres, pas de ces moi, pas de faire faiseur, une pure présence construisant le vide et soufflant. Soufflant cette chair aérienne et pensive qui, dans la vue et par elle, retrouve forme, mouvement, vitalité, travail lucide, travail de grand silence, travail des forces, des élans, des porosités, des matières, non des images. Levé en tête, levé du clair de la pensée. Merci. Florence, vous voulez dire quelque chose ou...
juste répéter 3 choses qui me sont restées, que je peux dire comme ça immédiatement, parce qu'elles sont tellement, pour moi, éclairantes. La page devient espace. Rien ne fait chose. Je trouve ça extraordinaire. Rien ne fait chose. Hein, c'est ce que dit Wauquiez à un moment donné. Et à la fin, le non-agissement de la double action du vide et de l'encre. Hein, l'action non agissante, je crois, de la double action de l'encre et du vide. Et ça m'a fait penser à ce qu'on disait de ce mouvement dialectique tout à l'heure. Et puis aussi... bon, c'est tout, ça suffit. Je suis d'accord avec vous, on va pas mettre nos doigts graisseux sur la beauté d'un tel poème, et tel texte, mais je voudrais simplement rapporter ce que vous avez lu sur Zawuoki d'une formulation plus ramassée, et dont nous parlions avec Florence avant que ça ne commence, la page 427 dans Le tu et le silence. Pouvez-vous faire une différence entre la vue et son espace? Réponse, pas plus qu'entre le toucher de la main et ce qu'il fait monter sous elle et qu'elle me cache, tout en le conduisant jusqu'à mon cœur. Et je crois que là, on a vraiment le point que nous avons essayé d'interroger aujourd'hui, au fond. Est-ce que vous voulez qu'on prenne peut-être quelques questions de la salle, et puis ensuite... Mais bien sûr, juste parce que sinon ça va me torturer. Donc, Et vous doutez bien qu'on ne le veut pas. Peut-être le faut-il, mais non, non, peut-être faut-il que j'accepte d'être torturé par cette question, mais peut-être d'ailleurs que j'aggrave la chose en vous la livrant. Mais parce que vous avez parlé tout à l'heure du jeu et peut-être que et de l'acte de peindre et de ce pinceau qui va vers l'extérieur. Moi, je suis très attachée à la pensée de Mandelstam qui dit que tout poème est toujours adressé. Et je pense quand même que cette question du jeu et du sujet, enfin, c'est pas tout nouveau hein, dans les conversations qu'on a déjà eues. Mais je pense qu'on peut aussi entendre que le moi pourrait être propriétaire, mais que le sujet est tout à fait insaisissable et tout à fait non propriétaire, qu'il a une propriété, et que c'est une traversée, que c'est un processus, et que d'une certaine façon, ce que dit Zawuoki, là, quand il devient le sujet traversant de sa peinture, tout à fait adressé, c'est aussi un jeu, enfin, mais c'est une autre façon d'entendre le jeu traversé par le jeu, J-J-E-U. Mais je ne peux être que tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le jeu, c'était la fiction grammaticale pouvant faire croire au moi qu'il est propriétaire. On est tout à fait ça, et que là, l'expérience qui est produite, l'expérience qui est décrite, fait plutôt voler en éclats cette fiction. Et il y a la belle phrase de François Villon, c'est-à-dire « ce suis-je », qui est plutôt une interrogation que la bêtise de notre monde, qui consiste à dire « c'est moi », comme on dit « c'est ça ». Donc là, évidemment... Et comme rien ne fait chose... Voilà, mais c'est vrai que c'est ça qui nous torture, je suis d'accord, on est torturé par ça. Alors peut-être une ou deux questions, et puis ensuite on lèvera la séance et on ira voir l'exposition de Florence, de Ginet surtout. Pourquoi surtout? Parce que tu es au centre des 2 livres et des 2 formes d'œuvres qui sont proposées là, même si... Et de Julien. Peut-être une ou deux questions. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Je pense qu'on ne va pas insister. En plus, vous allez rester. Bernard va rester. Nous sommes encore tous là. Et donc, je crois que
et la démonstration que le dernier mot au texte, et qu'au fond ensuite, c'est le risque, je parle pour moi, du blablabla. Donc on vous remercie beaucoup et on vous remercie d'être